Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 6 du podcast Franchise QB. On se retrouve comme chaque semaine pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Aujourd'hui, on se retrouve uniquement en audio, en vocal, à cause de petites contraintes techniques. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui auraient des conseils à me donner, n'hésitez pas à m'écrire, ça m'intéresse. Et on se retrouve aujourd'hui avec un invité, on reçoit Shaba. Salut Shaba, comment ça va? Ouais, salut Boussa, salut à tous, ça va très bien. Et toi? Eh ben ça va, on est parti pour une nouvelle semaine de NFL et en plus les Cardinals ont gagné, donc tout va bien. Incroyable, qui l'eût cru. Ok, J'ai donc cru en effet. Shaba, dis-nous un peu plus sur toi. Qui est-ce que tu supportes en NFL? Bah écoute, ça fait 15 ans une petite quinzaine d'années que je me suis intéressé à la NFL et je supporte les Vikings parce que un des premiers matchs que j'ai regardé ça a été le match à 300 yards d'Adrian Peterson et Mhm. les Chargers parce que via mon gars Ishii 21, j'ai trouvé un joueur qui avait un numéro 21, qui avait une visière noire et qui jouait aux Chargers, du coup Chargers et Vikings. Eh ben, ça tombe bien, ils s'affrontaient cette semaine. Ouais, un Euh, peu pas bon pour mon cœur, hein. On va en parler un petit peu, mais globalement déjà, alors un avis plus général sur la saison de... Allez, on commence de Justin Herbert, honneur au gagnant. Euh, bah, je le trouve un petit peu emprunté. Il a mieux lancé justement contre les Vikings cette semaine, mais je trouve que ouais, peut-être c'est le nouveau cahier de jeu avec le nouveau coordinateur offensif. Il y a un peu l'allumage est un peu lent cette saison, alors que l'année dernière il a envoyé dès le début de saison avant qu'il ait ses soucis un peu de blessure éventuellement. Donc ouais, pour le moment, je trouve que c'est un peu timide, Herbert, mais je mets ça sur le compte du nouveau coordinateur et que tout n'est pas encore totalement rodé dans l'attaque avec Kellen Moore. Ok, bah, moi je trouve que ça tourne bien quand même cette attaque. C'est plus la défense qui est problématique chez les Chargers. Parce qu'ils nous pondent ces 3-4 touchdowns par match à chaque fois quand même. Oui, alors c'est vrai que au niveau de la productivité, il y est. Après, c'est juste dans le. Là, sur le dernier match, c'était beaucoup mieux contre les Vikings. Il y a eu beaucoup de. Enfin, toutes les passes étaient un peu plus précises. Je trouve qu'il y a pas mal dans les deux premières semaines, c'était un peu brouillon, Un peu brouillon, ça ouais, quelques petites avançait, scories, ouais. Bon. mais ça avançait, mais c'était un peu moins propre. Là, je trouvais que c'était un peu plus propre déjà le week-end dernier. Donc, voilà, pour moi, c'est ce nouveau cahier de jeu, ça avance et ça va cliquer de plus en plus. Bon, maintenant, on a perdu Mike Williams, donc on va bien voir comment ça se passe. Mais j'ai l'impression que Palmer a l'air d'être chaud et Quentin Johnston ne demande qu'à avoir des ballons en tant que rookie. Et Donc, oui, il a le même gabarit que Williams, ça devrait aller. et oui, et oui. Bon, on en reparlera tout à l'heure de Mike Williams et de Quentin Johnston notamment. Herbert, juste, je l'avais placé sixième dans mon power ranking d'avant-saison. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi je suis assez d'accord avec ça. Je l'avais plutôt haut là. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ce n'est pas très radiophonique, mais il faut que je vais ouvrir le mien parce que j'avais fait un de ranking des QB au début de l'année. Je pense que je l'avais dans ces eaux-là. Ça devait être quelque chose comme 6 ou 7e. Parce que ouais, il y a des quarterbacks que je mets largement au-dessus de lui. Bah, je l'avais 5e, tu vois. Au final, Ouais. à peu près pareil. Et ouais, je pense que Mais peut-être c'est que cohérent. celui que t'avais pas et que moi j'avais, c'était peut-être Aaron Rodgers parce que on savait pas trop. Bon. Je l'avais en 7. Et oui, voilà, c'est ça. Moi, j'avais quand même voulu le mettre top 5 en me disant, bon, c'est quand même Ok. quadruple MVP, futur Hall of Famer, donc bon. Mais ok, je comprends tout à fait. Ok, ça marche. Alors, un petit mot pareil sur Kirk Cousins, du coup. Ce bon vieux Kirk, il est égal à lui-même depuis 2-3 ans maintenant. Il lance beaucoup, il est productif, prolifique. Après, voilà, il y a des choses qui font que Kirk Cousins sera toujours Kirk Cousins. Il y a des petites erreurs d'inattention, les petits fumbles, ou des fois des moments un peu de lenteur dans la poche où, bah, comme pas mal de QB, au final, il garde le ballon, il fait sa première lecture, il fait sa deuxième et
il tente pas, il y a pas la passe rapide qui sort, et c'est vrai qu'il n'a pas la mécanique de lancer la plus rapide de la ligue. Donc c'est vrai que des fois on perd des ballons un peu bêtement, ou on perd des yards un peu bêtement parce qu'il conserve la balle, mais globalement on n'a pas trop à se plaindre avec Kirk, ça reste un quarterback bien solide. Ouais, c'est pareil, elle tourne bien cette attaque des Vikings. Là encore, hein, c'est la défense qui est plus gênante. Et puis il n'est pas aidé parce que bah, il y a des fumbles, etc. Mais bon, il y en a eu un pour lui là, enfin, en semaine 2. Mais il y en a de ses coureurs, il y en a de ses receveurs. On se rappelle de celui de Justin Jefferson près de la end zone la semaine dernière en semaine 2. Mais c'est pareil, hein, cette attaque elle tourne bien hein, du côté des Vikings. Complètement. Moi, je suis content que ça tourne bien. J'avais un peu peur que ce soit peut-être un petit peu plus poussif parce que, bah, mine de rien, moi, j'aimais beaucoup Adam Thielen et je me suis dit ça va faire mal parce que c'était une cible vraiment fiable, des bonnes mains et tout. Mais au final, l'année dernière, ça commençait déjà, mais cette année, je trouve que avec le tight end Hawkinson, on a un gars qui a les mains sûres, qui peut servir de bonne soupape de sécurité sur du jeu court ou intermédiaire quand on peut pas trouver Jefferson. Donc au final ça va. Et le rookie Addison, fin début de saison plutôt prometteur. C'est clair, ouais, c'est sûr. Suivre le même type de rôle que Thielen. Donc ouais non, l'attaque ça va bien. Il faudra juste peut-être régler les problèmes de fumble des coureurs peut-être parce que là c'est pas possible. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je voulais... oui, juste pareil, même chose. Sur le power ranking d'avant-saison, je l'avais mis 10e, moi, Kirk Cousins. Parce que pour moi, c'était le 3e quarterback de la NFC. Et que voilà, je trouvais que ça cohérent quand même de le mettre dans le top 10, d'autant quand on voit la tête du bilan des Vikings de l'année dernière, quoi. Il est exactement en 10e position chez moi aussi. Il y a dans un 3e quarterback NFC, devant lui il y a Jalen Hurts et Jared Goff. Jared Goff dans mon ranking. Donc ouais non, Cousins pour moi en fait c'est pas un quarterback exceptionnel. Il a un bon bras, il sait être précis. Et dans une attaque qui, comment dire, comme celle des Vikings, surtout de Kevin O'Connell, où vraiment la passe, bah c'est un QB qui fit quoi. J'ai juste un petit peu peur, je sais pas jusqu'à quand, parce que bah il l'air de rien, il va faire 35 ans, donc certains ont repoussé un peu les limites et on va dire la norme sur l'âge de déclin d'un quarterback, mais il ne faut pas oublier qu'à 35 ans, la plupart commencent à avoir une perte de niveau. Donc moi j'espère que pour le moment, il va garder sa cadence parce que ouais, il porte quand même bien cette attaque. Ouais, puis il est en fin de contrat l'année prochaine, donc on ne sait pas est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va arrêter, est-ce qu'il va rester. Moi j'ai un copain qui est fan des Vikings et ça fait 2 ans qu'il dit qu'il faut que vous draftiez un quarterback. Mais bon, voilà. Bon. On n'est pas assez bien placé pour ça, on est trop... Bah, à 0-3, ça commence à être pas mal. Hein. 15-25 c'est dur après d'aller chercher un vrai bon QB ou alors faut trade up. Donc il va falloir voir, mais notre front office ces derniers temps c'est plutôt se distinguer par des trades qui avantageaient nos adversaires de division, donc à voir. À 0-3 ça commence à être pas mal pour envisager un QB. Ouais, bah, Caleb Williams en arrive, hein, désolé. Écoute, moi je veux pas m'en plaindre, hein. Je n'en veux surtout pas à Arizona. Bien sûr. Parce que je ne veux, j'ai déjà expliqué, on va pas reparler 50 000 fois du même truc. Moi je veux évidemment garder Kyler Murray. Mais je pense que même à tout prendre, niveau mentalité, etc., si vraiment on n'a pas le choix et qu'il faut en prendre un, j'aurais plutôt été sur Drake May personnellement. Mais bon, on aura le temps de reparler de la draft plus tard. Allez, on va commencer à dérouler le flop 10. Donc, je rappelle les 10 pires quarterbacks de la semaine, en commençant par le numéro 10 et en remontant jusqu'au pire, au numéro 1. Et puis, dans l'épisode de demain, on parlera du top 10, des 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Alors, numéro 10. Ah oui, pardon, avant de commencer ça, toi, c'est qui ton flop 1? Parce que je ne veux pas te demander ton flop 10, mais ton pire quarterback de la semaine, ce serait qui? C'était dur de choisir, il y en a 2 que j'ai trouvé assez cataclysmiques cette semaine. Et bah, vu que j'ai envie de tirer sur l'ambulance, je vais dire Justin Fields pour moi. C'est plus possible en fait.
Là, ok, son l'entourage, on va dire en termes de coaching, n'aide pas du tout à son développement, mais vraiment, il est dans les mêmes travers que l'année dernière, voire pire. Et à chaque fois, on se dit que ouais, ça va aller mieux, c'est le début de saison, machin, mais à chaque match, ça recommence. Donc ouais, non, moi j'en peux plus de Justin Fields. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Il prend 10 ans avant de lancer un ballon. Même quand Salim lui laisse un peu de temps, en fait, il préfère tourner 8 fois sur lui-même avant je sais pas, de perdre des yards ou d'envoyer un ballon dégueulasse alors qu'il a une cible ou deux ouverte. Non, voilà. Justin Fields, finalement. Ok. Alors, bah, on commence à dérouler le flop 10. Alors, en 10e, j'ai placé, une fois n'est pas coutume, un quarterback qui a gagné. 10e du flop 10, j'ai choisi Jordan Love. Parce que pour tout te dire, au départ, j'avais un autre nom dans le flop 10, puis je me suis rendu compte qu'il y en a un que j'avais oublié de mettre beaucoup plus haut, donc je l'ai rajouté au dernier moment. Et puis j'ai quand même gardé Jordan Love parce que, alors d'accord, il gagne, d'accord, il est relativement clutch dans le quatrième quart-temps, il marque un touchdown au sol, etc. Mais alors, au niveau de la précision, c'est ce que je disais en fait, Jordan Love, j'ai l'impression que tant qu'il est dans un fauteuil, ça va, et contre en fait, quand tu joues les Bears, ça va. Par contre, dès qu'il commence à avoir un peu de pression, au niveau de la précision, c'est très compliqué, hein. Il est à 22 sur 44, 259 yards, un touchdown, une interception, plus un touchdown au sol, donc 50% de passes complétées. Voilà, j'avais envie d'en parler là parce que niveau précision, je trouve que c'est... Voilà. J'ai l'impression qu'il lui faut quand même beaucoup de temps pour être tranquille dans sa poche, et là il peut faire le job, mais alors dès qu'il commence à y avoir de la pression, il a du mal à gérer. Ouais, moi je suis assez d'accord, j'aime bien Jordan Love, j'aime bien son début de saison pour le coup parce que bah, il avait quand même des chaussures assez grandes à remplir, comme diraient nos amis américains. Après de prendre la relève de 15 ans de Favre, 15 ans de Rodgers, c'est pas cadeau. Mais ouais, j'avais bien aimé, malgré la défaite de la semaine 2, j'avais bien aimé. Et puis là, bah, j'aime bien le style toujours, mais effectivement, ouais, c'était que la ligne défensive des Falcons et pourtant on l'a senti très précipité dans beaucoup de lancers. Ça a fini par cliquer dans le dernier quart. Alors, c'était les Saints cette semaine. Les Falcons, c'était la semaine dernière. Pardon. Mais dans l'idée, je trouvais que c'était... Voilà, ça tardait à cliquer, c'était brouillon pour cette semaine 3 et... Bah, l'air de rien, même s'il a passé pas mal de temps sur le banc, c'est sa première saison où il est titulaire effectif et ben, je pense qu'il apprend encore. Hein. Donc, moi je lui laisse un peu le bénéfice du doute, mais je comprends pourquoi tu peux le mettre en ouverture du flop 10. Ok, et ben on enchaîne avec le numéro 9, et en parlant de quarterback inefficace, j'ai choisi Desmond Ridder des Falcons, qui est à 21 sur 38, 201 yards, pas de touchdown, pas d'interception, mais 7 sacs concédés. Cette attaque des Falcons, elle a été particulièrement inefficace. Alors je ne sais pas si c'est la défense de Détroit qui a bien réussi à s'adapter, qui a bien réussi à gérer, mais Desmond Ridder, ouais, c'était compliqué. Ouais, je suis assez d'accord aussi sur Reader. Je trouve que déjà de base le playbook offensif des Falcons tourne énormément autour de la course, mais il a une bonne ligne offensive. Concrètement, la ligne des Falcons est loin d'être mauvaise. Alors sur la course évidemment, sur la passe c'est quand même décent. L'année dernière, c'est sûr, c'était de la fin de saison et qu'il n'y avait plus grand chose à jouer, mais je trouve que la ligne était assez propre pour lui donner un petit peu de temps pour lancer. Mais là, ouais, sur ses lancers, il est pas bon. Les choix de cible sont pas bons non plus. Et puis oui, effectivement, prendre 7 sacs alors qu'on a quand même, il y a quand même des beaux noms sur cette ligne offensive des Falcons. Il peut quand même avoir que ce soit Algier ou Bijan Robinson qui sont pas nuls en bloc non plus. Bon, c'est... Ouais. On voit où va le cahier de jeu des Falcons de toute manière, et clairement, le quarterback n'est pas la pièce maîtresse de leur jeu. Donc, tant que ça limite la casse et que ça gagne à peu près, bah, les Falcons ils vont continuer, je pense. Moi je dis, je suis pas très optimiste pour ces Falcons, et
Enfin, en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est Arthur Smith, quoi. Je comprends pas comment tu peux à ce point délaisser des cibles de la qualité de Drake London et de Kyle Pitts. Alors d'accord, ok, tu as une identité, tu cours, mais à un moment donné, ça va pas suffire, quoi. Ça va pas suffire. Non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que pour l'analogie, même les Titans run heavy avec Derrick Henry, les années où ça fonctionne, certes, Derrick Henry roule sur la défense pendant la plupart du match, la plupart du temps du match, mais il y avait quand même des AJ Brown, il y avait quand même toujours une cible, une ou deux cibles, AJ Brown, un Titan, souvent, il y avait quand même des cibles qui avalaient des ballons, comme on dit, en attaque, dans les airs, pour si jamais, voilà, même si même si ça marche le sol, il y avait toujours quelque chose pour aussi un petit peu agrémenter, ne pas faire quelque chose de trop prévisible. Là, les Falcons, ils se cachent même pas en fait. Pitts, il a été ciblé 9 fois en 3 matchs, hein, c'est une catastrophe. Donc Ouais. le jour où il y a un souci au sol, bah Reader, il va pas les aider. Et Ouais, c'est pourtant, ça. je l'aimais beaucoup à la fac, mais ça suffit pas en NFL, il est un peu trop short quoi. C'est ça. Bon, et ben à voir hein, s'il peut se développer, s'il peut réussir à devenir un bon game manager, parce que pour l'instant, bon, il a fait plutôt un bon match en ouverture de la saison, mais ouais, c'est limité, hein, c'est limité. Tout à fait. Allez, on continue, on remonte numéro 8 de ce flop. Alors, franchement, il aurait pu être plus bas, il aurait pu être plus haut. Je trouve que, comment dire, j'ai pas le mot français qui me vient, c'est un peu irrelevant de parler de lui parce que c'est compliqué d'en traduire quoi que ce soit sur ce match-là. J'ai mis Russell Wilson des Broncos. Ouais, bah, parce que c'est compliqué de tirer des enseignements offensifs de ce match, hein. Ils prennent 70 points en défense, donc forcément, derrière, c'est compliqué. Il met ses 20 points, 23 sur 38, 306 yards, un touchdown, une interception. Mais bon, euh, après, je me dis quand même que, tu vois, pour que l'attaque de Miami mette 70 points, ça veut dire quand même qu'on leur a rendu le ballon assez souvent. Comment tu rends le ballon? Soit tu rends le ballon en, en marquant des points, soit tu rends le ballon parce que tu es inefficace. Et donc, il y a quand même le ballon a été rendu dans les mains de Tua Tagovailoa assez souvent, quoi. Ouais. Russell Wilson, moi c'est vrai que c'est un peu une énigme cette saison parce que il a des flashs un petit peu de mieux, mais sur la durée d'un match, je le trouve quand même globalement comme l'attaque, enfin à l'image de cette attaque des Broncos depuis plus d'un an maintenant, que ce soit Nathaniel Hackett ou Sean Payton, je le trouve un peu apathique en fait. Euh, Là, ce match c'est très difficile à lire parce que, comme tu dis, il y a eu 70 points marqués par les Dolphins en face. Et je sais pas, oui, il y a eu des turnovers en attaque, il y a 21 points des Dolphins qui sont liés à des pertes de balles de l'attaque des Broncos. Mais j'ai l'impression, tu vois, il a fait des stats, l'air de rien, Russell Wilson, parce que il y avait, je sais pas, ça faisait très garbage time, mais vraiment en Oui, avance dans le match. En mais fait, c'est j'avais ça, c'est l'impression que ça. la défense des Dolphins, ils s'en foutaient un peu, ils étaient en mode l'attaque est survoltée, nous on va faire des coups, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, Puis tu te je sais retrouves à pas être comment obligé de penser lancer à des tout va 300 finalement c'est et ça. oui, voilà, bon, il lance. Je sais pas quoi penser des 300 yards là. Les 300 yards de Ouais. Russell Wilson, pour moi, il y en a 100 où c'était Bah, le match c'est il pour va ça sauver que une j'ai dit balle ouais, et c'était un peu irrelevant bon, voilà, il fallait le mettre quelque part, mais bon, pas de grands enseignements à tirer de cette attaque des Broncos. c'est ça. Ok, et ben on continue, numéro 7, et ben on va rester sur les Wilson. J'ai placé Zach Wilson des Jets. Alors c'est pareil, c'est compliqué. Il y a un article qui est sorti là très récemment, j'ai vu, qui disait que Robert Saleh était peut-être en train de commencer à perdre le vestiaire à cause du fait qu'il affiche son soutien à Zach Wilson. Les coéquipiers sont pas très contents de lui et on les comprend. C'est pareil, hein, alors je ne sais, c'est pareil, lui aussi il a 50%
de passes complétées, 18 sur 36, 157 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Mais oh là là, ouais, et alors une stat que j'ai relevée en préparant l'émission, c'est qu'ils sont à 2 sur 14 en troisième tentative. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'un peu, il essaye de s'adapter en fait en essayant de jouer plus court, etc. Parce que voilà, de pas faire trop de bêtises. Et d'ailleurs, on le voit, il lance pas d'interception sur ce match. Mais il y a des moments où c'est juste pas possible, quoi. Et tu peux pas être à 2 sur 14 en troisième tentative. Et puis alors des troisièmes, il lançait des ballons hyper courts en troisième et 7, quoi. Et puis en disant, bah allez, on va bien espérer que le receveur fasse le boulot derrière après contact. Euh, ouais, cette attaque des Jets, elle fait vraiment peur, hein. Ouais, non, je suis. En fait, moi, je l'aurais mis plus haut, on va dire plus loin, de plus haut dans la hiérarchie des flops, Ouais. Zach Wilson, mais de cette semaine. Mais après, comme tu dis, alors il a pas lancé de touchdown, mais il a pas lancé d'interception non plus. Et je pense que c'est ça qui le sauve un petit peu, parce que vraiment, pour les lancers, autant des fois, il y a pas mal d'équipes où on se dit ouais non mais le quarterback il n'est pas aidé, ses receveurs ont fait des drops ou ont raté des catchs qui étaient en étant ouverts, choses comme ça. Là non en fait, là c'était l'inverse, il leur envoie des ballons impossibles, il est perdu dans sa poche et c'était, alors, même si je ne veux pas dénigrer en quoi que ce soit, mais c'était que la défense des Patriots quoi. Je veux dire c'est correct la défense des Patriots, mais il y a tellement meilleur dans la ligue. Là les Jets je sais pas où ils vont mais de toute façon, à part tenter un trade avec une équipe qui a un QB un peu bridge, je vois pas comment ils upgrade le cas Zach Wilson, même si au final il y a des free agents qui pourraient être moins mauvais que lui. Mais Ah ça, oui, c'est compliqué, moi je parce que pense que Carson Wentz c'est moins mauvais, hein, mais bon. c'est la guerre. Hein. Mais alors il y avait un podcast, je sais plus lequel là où je pense à toi justement parce qu'il disait bah tiens pourquoi ils montraient pas un échange pour aller chercher Kirk Cousins. Euh, Jamais. si les Vikings considèrent que leur saison est foutue, tu vois, mais bon. Euh, Parce que bon, derrière, je rappelle chez les Vikings, derrière Kirk Cousins, c'est Jaren Hall, un rookie du quatrième tour, pardon, et en pré-saison, il a été absolument cataclysmique. Donc voilà, je pense qu'on va rester avec Cousins. Cousins, c'est bien, hein, il fait 4 milliards de minimum dans l'année, ça nous va très bien. Hein. Ouais, puis alors si tu lui enlèves Kirk Cousins, le père Jefferson, il va pas être ravi, je pense. Si tu lui mets Zach Wilson. Bon, allez, on continue numéro 6 de ce flop 10. Quarterback que j'ai beaucoup regardé cette semaine, puisque j'ai mis Dak Prescott des Cowboys. Ouais, parce que tu perds contre Arizona, bon, mais surtout 25 sur 40. Il y a cette interception qui est vraiment pas belle dans le quatrième quart qui donne la victoire à Arizona. Et en fait, je l'ai tu vois, dans mon power ranking d'avant-saison, j'avais dit que euh, c'était jamais le genre de mec qui allait vraiment te faire perdre un match à lui tout seul, mais que c'était non pas forcément non plus le gars auquel tu pensais quand tu te dis on a besoin d'un sauveur qui nous ramène de derrière, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il a jamais montré ce supplément d'âme un peu. Alors si je prends la comparaison avec le match des Cards de la semaine d'avant, il a jamais montré ce qu'a montré Daniel Jones la semaine dernière, par exemple. Dans ce match-là, attention, je dis pas que Prescott est moins bon que Daniel Jones. Mais ouais, donc c'était apathique, quoi. Ouais, c'est. En fait, tu vois, sur mon power ranking d'avant-saison de quarterbacks, bah, j'ai Daniel Jones 12, Dak Prescott 13. Moi, Dak Prescott, je l'estime pas plus que ça. J'estime que c'est quand même un bon game manager plus, je dirais. Mais là, vraiment, dans ce match-là, je trouvais que c'était poussif et que, ouais, au niveau de ses choix de passe, alors peut-être qu'effectivement le play call offensif l'aide pas nécessairement, mais au niveau de ses choix de cible, notamment la vilaine interception, je trouvais que c'était. Enfin, sur ce play-là, en tout cas, aller chercher la cible où il y a trois défenseurs entre le lanceur et le receveur, alors qu'il y avait, je crois que c'est soit City soit Michael Gallup sur l'extérieur qui était en 1 contre 1. À choisir d'aller tenter un touchdown, tente le 1 contre 1, pas le 1 contre 3. Enfin,
c'est quand même fou qu'avec avec le type de contrat qu'il a et toute la hype qu'il y a sur lui, de par son équipe, toutes les saisons, moi je trouve qu'il est quand même limité et qu'il répond pas aux attentes qu'on place sur lui, tant en termes pour les objectifs des Cowboys que son contrat. Et ouais, non, vraiment, grosse déception contre une défense qui était censée être une des pires de la ligue. Après, oui, c'est vrai que la défense des Cards surprend depuis le début de saison. Elle est bien coachée. Voilà, ils font le boulot, ils font ce qu'ils peuvent. Bon, on a Marco Wilson qui est complètement nul. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a été un petit peu aidé par l'arbitrage dans ce match parce que bon, il y a des wagons de pénalités pour les Cowboys dont une partie est méritée, mais peut-être pas toute. Et puis ce call dans le dernier quart là. Marco Wilson fait la définition même d'une passe d'interférence défensive et elle est flaguée, puis finalement, en fait, non, il n'y a pas de problème. Bon, donc on s'en tire pas mal par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ouais, il doit faire mieux, surtout quand on voit le matériel qu'il a à sa disposition, quoi. Parce que CeeDee Lamb, c'est censé être un vrai receveur numéro 1 qui enchaîne les yards. Ils ont signé Brandon Cooks, alors il a été un petit peu blessé, là il revient. Faudra voir ce que ça donne, mais qui est censé être quand même un vrai bon receveur numéro 2. Et en fait, ouais, c'est poussif, quoi. C'est poussif. Ouais, Et ouais, sur- non, je suis d'accord. sur- Prescott a sa place dans ce flop 10 alors que c'est quand même un des quarterbacks les plus hype de la saison malgré tout. Bah ouais, parce qu'en fait, sur les matchs avant, on disait, bah, il a bien géré le truc, il avait pas besoin de trop en faire parce que la défense fait le job, donc il fait son match. Mais là, on voit que quand il faut sortir les doigts, entre guillemets, et remonter et sortir son équipe de la panade, c'est plus compliqué. Bon. On verra ce que ça donne par la suite pour Dak Prescott. On enchaîne numéro 5 du flop 10. J'ai mis Matthew Stafford des Rams qui est à 18 sur 33, un touchdown, 2 interceptions. Pourtant, c'est pas comment dire, c'est pas le quarterback qui commet le plus d'interceptions habituellement. Bon, c'était poussif à avoir joué cette attaque des Rams. Et alors surtout, j'avais trouvé sur les 2 premières semaines que justement il était bien protégé et que du coup c'est pour ça que cette attaque des Rams surprenait. Ici, ils ont quand même mangé 6 sacs par la défense des Bengals et finalement c'est ça qui les met un peu dedans, quoi. Parce que forcément quand tu te retrouves à devoir convertir des 3e et 18, c'est pas évident. Ouais, ouais, non, je suis assez étonné cette semaine et malgré cette performance un peu douteuse, on va dire, de l'attaque des Rams et de Stafford, bah, ils étaient quand même vraiment pas si loin que ça de gagner ce match parce qu'en fait, c'était pas de grands Bengals du côté offensif du ballon. Donc ouais, je sais pas si c'est une question de plan de jeu parce que les 2 premières semaines, beaucoup de yards et de cibles et de targets sur le rookie Pukanakwa. Peut-être que cette fois-ci, ça y est, les équipes ont compris que c'était leur mini Cooper Cup de début de saison. Il a été mieux muselé. Stafford a eu moins d'options et effectivement, comme tu l'as dit, la ligne a rendu de moins bons services que sur les 2 premiers matchs du côté des Rams. Bon, après, on va être honnête, les Rams pour la plupart des gens, c'était censé être le 2e choix de draft derrière les Cardinals à la fin de la saison. Qu'ils aient commencé en gagnant un match sur 3, il y a plein de gens qui leur auraient prédit un bien plus grand enfer en début de saison. Je pense que ce match-là, voilà, c'est des matchs qui vont arriver pour les Rams. C'est sûr que c'est étonnant de la part de Stafford, qui est un quarterback que j'adore depuis sa draft, mais voilà, je pense qu'il commence à faire son âge, le petit père Stafford. Il a une ligne qui est quand même pas folle du tout. Donc malheureusement, ce genre de débâcle et de marasme offensif, il faut s'y attendre un peu plus cette saison. Ouais, moi je pense que, comme j'avais dit, hein, peut-être qu'il aurait dû arrêter parce que sa blessure au dos, c'est pas anodin. Et alors on parle beaucoup de Tua qui a un sac de finir dans un sale état et j'ai un peu l'impression que Stafford, il y a aussi des risques. Après, je suis pas médecin et je suis pas dans son entourage, donc s'il joue, c'est qu'il doit se sentir capable de jouer. Mais ouais, attention, hein, attention côté Rams. Allez, on enchaîne numéro 4. J'ai mis Jimmy Garoppolo
Parce que heureusement qu'il a Davante Adams, hein. Heureusement, parce que ça a été un marasme. Alors, ok, il y a un nombre de yards assez conséquent, mais il lance 3 interceptions qui sont vraiment vilaines et j'ai l'impression que, ouais, sortie de Davante Adams, alors bon, Jacoby Meyers fait un bon début de saison, pareil, il revient d'une petite blessure, mais c'est plus la qualité de ses receveurs qui lui permettent de faire ce genre de stats que lui à proprement parler, quoi. Et en plus, apparemment, il a joué commotionné, enfin, c'était n'importe quoi. Voilà, comme d'hab, la protection des quarterbacks au niveau de la ligue laisse à désirer. Ouais, non, mais c'est là les Raiders et les fans des Raiders sont en train de découvrir la full Jimmy Garoppolo expérience, c'est-à-dire des matchs où il va faire des matchs pas flamboyants mais juste propres, avec des passes précises, pas d'erreurs, bonne protection de balle et du coup les receveurs vont faire le reste. Et puis des matchs comme là contre les Steelers où il lance des passes absolument affreuses. Ça doit être un exploit pour ses receveurs et ses receveurs sont forcés à l'exploit pour récupérer le ballon. Et bon, vu qu'il y en a un qui s'appelle Davante Adams, il permet de convertir ces ballons horribles en grands gains et du coup en beaucoup de yards. Mais avec le groupe de cibles qu'il a, parce qu'en dehors d'Adams, il a quand même Hunter Renfro, il a Jacoby Myers, il a le tight end Michael Mayer qui sort de Notre-Dame, qui était monstrueux en université et que bon, moi je suis plutôt pour Notre-Dame en college football, donc je t'avoue que voir un de mes chouchous de ces dernières années en NCAA se faire massacrer par le play calling et de Josh McDaniels et les lancers hasardeux de Garoppolo, ça va être un peu dur à vivre, mais ouais, non, c'est catastrophique. Mais de toute façon, à l'annonce de la signature de Garoppolo chez les Riders, on savait que ça allait finir comme ça. On le savait très bien. Déjà qu'avec Derek Carr l'année dernière, c'était très orienté sur Davante Adams. Cette année, avec Garoppolo, c'est sûr qu'il va chercher sa meilleure cible parce que lui, il va pas faire les gains avec son bras. Ouais. Ouais, moi c'est une énigme, Jimmy Garoppolo, parce que bon, voilà, moi je pense que ça peut être vraiment le modèle du très bon game manager, mais on se rend compte que voilà, quand il faut revenir d'un peu plus loin, c'est compliqué et malheureusement il n'est pas aidé par grand-chose à part ses receveurs là. Euh, la ligne est problématique, la défense pas terrible non plus. Donc bon, c'est voilà, et donc dans ce genre de match, c'est compliqué hein, d'espérer quoi que ce soit de la part des Riders. Bon. Allez, on continue, on enchaîne avec le numéro 3 de ce flop. Alors on commence à arriver sur les performances vraiment cataclysmiques. Là j'en ai 3 qui sont vraiment cata. J'aurais pu le mettre peut-être même un rang plus haut. Bon, je l'ai mis troisième. J'ai mis Ryan Tannehill parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est pénible à voir jouer. 13 sur 25, 104 yards. Bon, alors pas d'interception, d'accord. Il mange encore 5 sacs. Alors lui aussi, il va finir dans un état catastrophique. Et en fait, alors j'avais trouvé qu'en semaine 2, ces Titans, ils avaient réussi en fait à revenir un peu à leur identité et à passer beaucoup plus par Derrick Henry. Et du coup, Tannehill était dans de meilleures conditions et quand il devait lancer la balle, il arrivait à trouver ses receveurs, etc. Mais alors, bon, alors ils sont tombés face à une très bonne défense des Browns, mais 104 yards, quoi. C'est pénible. C'est vraiment, c'est le mot, quoi. Je vois Tannehill jouer, c'est pénible cette année. Non mais je suis assez d'accord. Et puis tu vois, c'est ce dont je parlais en ouverture quand je parlais de Cousine, c'est de ses 35 ans en 2023. Tannehill, il a 35 ans en 2023 et la régression en termes de niveau déjà l'année dernière c'était vraiment pas folichon par rapport à l'année d'avant et cette année waouh. Je pense que le match qu'il y a eu en semaine 2 où on s'est dit c'est mieux, ils alternent mieux les deux jeux, Tannehill est un peu plus tranquille dans sa poche, tout ça. Je pense que la semaine 2 en fait il va falloir le voir comme il va falloir le voir comme une éclaircie et j'ai peur que cette saison ce soit une saison en enfer pour les Titans. Et vu qu'apparemment ils sont doués depuis l'année dernière pour drafter des quarterbacks super prometteurs avec un énorme bras mais qui sont nuls à chaque fois qu'ils vont le terrain, je sais même pas s'ils vont tenter Will Levis pour essayer de relancer quoi que ce soit. Là, les Titans, ça va être terrible cette saison. Il semblerait que le numéro 2 à l'heure actuelle, c'est plutôt Malik Willis. Hein. Donc, c'est pas possible, il est si mauvais.
Oui, mais c'est pour ça que ça m'avait surpris. Et ouais, ben, en tout cas, officiellement, le numéro 2, c'est Malik Willis. Donc, ouais. Ouais, oui, moi, enfin, faudra voir selon le. Parce que tu as quand même une équipe où, voilà, entre la division qui est pas non plus hyper relevée et la défense qui peut jouer à un très bon niveau, ils peuvent aller en chercher 6, 7, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, bon, il faudra voir s'ils tentent de changer de QB, mais bah après, Tannehill, voilà, ça peut être un peu les montagnes russes, quoi, cette saison. Mais en tout cas, cette semaine, c'était une catégorie pénible, quoi. Ok, allez, on enchaîne numéro 2. Là, j'attaque vraiment sur les deux qui ont été vraiment, vraiment pas bons. Enfin, Tannehill, déjà, c'était pas terrible. Numéro 2, j'ai mis Samuel des Commanders. Une attaque qui marque 3 points, 19 sur 29, 170 yards, 4 interceptions qui sont moches, mais moches. Et puis, il mange 9 sacs. Il mange 9 sacs. Alors, c'est peut-être un. Comment dire, il faut peut-être féliciter un peu la défense des Bills parce que euh, le truc avec Samuel, c'était en gros ne pas le laisser sortir de la poche. Tant qu'on le maintient dans la poche, il va jouer sur ses faibles qualités, pardon, hein, mais voilà, on va le forcer, si vous voulez, à être ultra précis et c'est pas forcément son genre. Par contre, en dehors de la poche, il peut être un petit peu dangereux. Il court pas trop mal, on l'a vu sur les 2 premières semaines. Euh, mais alors, je sais pas du coup si c'est lui, si c'est la défense des Bills, si c'est les deux. Mais ah non, là, c'était catastrophique, quoi, hein. C'était vraiment catastrophique à voir. Ouais, c'était mon hésitation pour le flop 1. Et puis, j'ai été un peu plus indulgent avec lui parce que, bon, bah, c'est. Ok, il a joué un match la saison dernière, mais c'est. Oui, c'est basiquement un rookie, oui. Ça reste sa saison rookie, pour moi, à Samuel. Alors, c'était certes que, dans mes souvenirs, en semaine 1, il joue les Les- Broncos. Attends, non, il joue les Cardinals. Ah oui, les Cardinals, et en semaine 2, Et en il joue semaine 2, contre les Broncos, ouais. Alors, il joue contre des défenses qui sont pas folles, mais il y a un beau comeback contre les Broncos. Je trouvais qu'il était assez propre, c'était assez prometteur. Moi, je militais pour que ce soit lui justement le titulaire à Washington. Alors là, c'est sûr qu'il tombe contre une défense des Bills qui est ultra agressive, ultra talentueuse, malgré ce qu'on peut penser des cotes de certains joueurs au sein de l'effectif des Bills. Je trouve que cette défense, elle est très forte. C'était une toute autre opposition que ce qu'il a vécu sur les 2 premières semaines. Et puis là, il a été complètement abandonné par sa ligne. C'est pour ça que j'ai été un peu indulgent en ne le mettant pas flop 1 de la semaine. Parce que, en fait, oui, il lance 4 interceptions moches, mais je veux dire, dans toutes les situations, il ne peut rien faire du ballon, à part se prendre un intentional grounding, en fait. C'est un match horrible pour lui parce qu'il n'a pas d'option. Il n'a pas d'option, la défense des Bills lui se rue sur lui à une vitesse folle. Les defensive backs ou les linebackers des Bills sont aussi très bien présents en couverture ou marquage sur ses cibles. Le jeu de course n'a pas été là, il y a eu des fumbles, enfin, il n'avait rien pour l'aider. Et quand tu es un espèce de rookie comme il est encore, c'est des matchs qui pardonnent pas, quoi. Donc je le mets deuxième, malgré le nombre d'interceptions et le peu de yards produits, parce que justement, voilà, il apprend encore cette grande ligue. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était dur à regarder. Moi, j'ai eu de la peine pour lui, hein. Mais hormis, il a des cibles en plus, c'est ça qui est. Alors bon, oui, il jouait la défense des Bills, mais bon sang, t'as Terry McLaurin, Curtis Samuel, Johnson. Dodson, oui, merci, je cherchais le troisième. C'est quand même un trio de receveurs là. Alors, j'ai pas compté, mais je pense que si tu prends des trios de receveurs de la ligue, ça doit être au moins top 5, C'est quoi. pas mal, hein. Et ouais, non, trop limité à la passe, là. Ou alors il faut qu'il assume clairement que c'est un QB double menace et qu'il joue, qui joue comme jouait Justin Fields l'année dernière, quoi. Ou En plus, avec Rivera, il a connu Cam Newton, donc techniquement, un quarterback qui sait courir, il connaît. Bon, c'est pas le même profil de monstre physique qu'était Cam Newton, bien évidemment. Mais je veux dire, avoir un quarterback qui tente des courses qui sont comme disent les Américains, des design runs, c'est pas un truc qui devrait être trop qui devrait être trop bizarre ou éloigné
ce que peut faire Sam Howell en fait. Donc c'est peut-être un truc à voir aussi dans le playbook et le play calling de Ron Rivera, essayer de miser un petit peu plus sur les jambes d'Howell parce que comme tu l'as dit, effectivement, il est capable de faire des scrambles intéressants quoi. Ouais, Rivera aussi, hein, c'est un mystère pour moi. Hein, c'est Oui. les deux coachs mystérieux, hein, je dis, c'est Arthur Smith et Ron Rivera. Hein, je comprends pas ce qu'il fait toujours là, mais bon. À ce rythme, il va peut-être plus y être pendant longtemps. Bon, ils sont qu'à 1-2, parce qu'ils ont battu les Cardinals en semaine 1. Non, ils ont gagné contre Denver? J'ai un doute. Oui, donc ils sont à 2-1 en fait. Ils sont à 2-1 en fait. Oui, Ils sont à 2-1. oui, mine de rien. Donc ouais, bon, à voir. C'était une des meilleures défenses de ligue en face, donc à voir pour la suite pour Washington et pour Sam Howell. Allez, on va finir avec le flop 1. Il n'y a pas un grand suspense. J'ai le même que toi, Justin Fields. Alors, tu disais j'ai de la peine pour Samuel, moi j'ai vraiment de la peine pour Justin Fields parce que j'y croyais vraiment, c'est un style de jeu que j'aime bien. Il y avait eu des flashs l'année dernière quand même, et là on a renforcé l'équipe pour l'aider, on a essayé de renforcer un petit peu la ligne, on lui a donné les cibles, mais alors, euh, en fait, bon, évidemment qu'il y a une part qui est liée à lui, mais je pense que cette équipe, elle est tellement mal coachée. Euh, on veut le faire jouer, on veut en faire un pocket passeur, quoi. Alors lui avait dit cette semaine, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais changer un peu, je vais plus me fier à mon instinct. Et je crois c'est le premier drive où il court pas mal et où finalement ça joue pas si mal que ça. Et derrière, complètement annihilé en fait par cette défense des Chiefs, qui est pas non plus la défense, comment dire, parmi les tops équipes, c'est pas celle qui va avoir le plus de skill players. C'est pas celle qui va vraiment provoquer forcément masse de turnover, etc. euh, comment dire, à niveau égal. Hein, je compare les Chiefs avec les autres prétendants au titre. Mais ouais, 11 sur 22, 99 yards. Et il court pour une cinquantaine de yards encore, je crois. Euh, je suis un peu dépité en fait. Je suis dépité de ce que fait Justin Fields et de ce que font les Bears, alors que c'était quand même, il y avait des petites attentes. On se disait, ouais, ça va être mieux cette année. J'ai le sentiment que c'est pire que l'année dernière, quoi. Ouais, c'est un petit peu mon sentiment aussi sur Justin Fields parce qu'avec une cible comme DJ Moore, lui faire lancer des... Alors oui, il a ses parts de responsabilité, mais c'est vrai que le coaching, lui faire lancer des ballons sur de 5-10 yards, utiliser Cole Kmet comme un bloqueur, c'est une hérésie aussi, parce que Cole Kmet s'était révélé être une très bonne soupape de sécurité la saison dernière. Ils ont Mooney qui peut Cole Kmet pour les lancers rapprochés, Mooney qui peut faire les lancers intermédiaires et qui a une bonne capacité à gagner des yards après réception, et DJ Moore qui est très bon dans la zone intermédiaire et zone profonde. Et derrière, bah, on envoie des petits ballons, des petits ballons, des petits ballons. Et Justin Fields, en fait, oui, pour moi, il est en régression parce qu'en plus, cette année, on ne le fait même pas courir. Donc vraiment, on s'en remet uniquement à sa capacité à passer. Alors oui, il avait un bon bras à Ohio State, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas transitionné à NFL. Moi, je ne serais pas choqué que ce soit un de ces quarterbacks dont on attendait beaucoup et qui, entre manque d'adaptation, potentiellement manque de boulot, ça on ne sait pas, on n'est pas dans les petits papiers ni dans ce qui se passe, et mauvais coaching autour, ça va être un de ces quarterbacks sélectionnés haut. Il y a eu du ils ont trade down, non, ils l'ont récupéré en 10 alors qu'il était prévu plus. En 12, il me semble. Moi je comprends pas parce que, et surtout là où tu sens que ça va pas, c'est que il balance de suite en interview que ouais, c'est à cause du coaching que ça avance pas, puis l'interview d'après il se reprend, il y a un truc qui va pas du tout en interne chez les Bears, et je pense que Justin Fields il est coincé sur son contrat rookie là-dedans parce que je vois pas les Bears le trade malgré tout. Et il semblerait que le coaching staff ne lui fasse pas confiance en fait et veuille s'en débarrasser dans la mesure où c'est pas eux qui l'ont drafté, mais si ça continue comme ça, c'est eux qui vont dégager d'abord. Hein. Il va faire ses 4 ans, si ça continue avec le même front office / coaching staff, ils vont essayer de monter une équipe qui aura de la gueule sur tout le reste.
Il va faire ses 4 ans, ils lèveront pas la cinquième année optionnelle et c'est selon où ils sont, ils prennent un top QB ou si c'est de récupérer un gros QB en free agency, je sais pas, mais du basta. Mais bon, on sait très bien que les Bears et les quarterbacks, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. J'aimais beaucoup le gars, mais pour que Jay Cutler soit ton quarterback le plus prolifique avec McMahon à la fin des années 80, début 90, enfin. Et voilà quoi, les QB et les wide receivers, ça n'a jamais été une histoire d'amour à Chicago. Et bah, là, encore une fois, même avec un prospect qui était intéressant, ça marche pas. Et les torts sont partagés, mais moi je trouve qu'il régresse. Et ça, c'est plus le joueur que le coaching. Parce que le coaching était déjà là l'année dernière et il y a eu des étincelles. Cette année, il n'y a rien pour le moment. Ouais, mais moi je suis vraiment pas convaincu que. Alors tout dépendra aussi du nouveau coaching staff, parce qu'a priori, si ça se présente comme ça se présente et qu'ils finissent premier choix ou dans le top 3 de la draft, je vois mal le coach rester. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'ils prennent pas un QB là s'ils sont à nouveau top 3 de la draft. Hein. Que l'an dernier ils sont passés, ils ont eu une bonne compensation sur le premier pick. À voir. Moi, j'aime bien Justin Fields, donc je continue à y croire, toute proportion gardée, mais dans leur logique, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Il faut voir comment ça tourne l'année prochaine, à quelle position ils finissent à la fin de la saison. Et puis oui, hein, je veux dire, ce serait pas la première franchise. Hein, tu t'es au courant chez les Cardinals, ça prend Josh Rosen plutôt haut et l'année d'après, ça récupère Kyler Murray avec le choix 1. Hein, je veux dire, il y a des franchises qui n'hésitent pas des fois à sabrer le quarterback rookie qu'ils ont pris très très haut, enfin rookie ou sur contrat rookie qu'ils ont pris très très haut 2-3 ans avant ou, pour tenter autre chose. Hein. Et surtout avec. Tout dépend aussi, voilà, s'il y a un nouveau coaching staff. Des fois, le coach, tu parlais de Kyler Murray, c'était un peu ça. On a signé Kingsbury, pardon, en coach. Kingsbury arrivait de l'université, il voulait, voilà, c'était un peu la marque. C'est j'arrive, j'amène des idées nouvelles. Il était censé révolutionner le jeu et tout. On a vu ce que ça a donné, mais bon. Et j'apporte avec moi, je prends un quarterback rookie, voilà, qui arrive en même temps que moi. Donc il faudra voir la mentalité du prochain coach si ça se confirme. Et voilà. Bon, mais ouais, ouais, je suis triste pour Justin Fields en fait. J'aimerais bien qu'il réussisse. C'est un joueur que j'aime bien. Bon. Ah non, c'est triste pour lui, mais je pense qu'il y a aussi une part de lui, quoi. Je veux dire, il y a des choses sur lesquelles il progresse pas, et sur les progrès qu'on avait vus l'année dernière, on a l'impression qu'ils sont plus là cette année. Donc pour moi, il y a un truc qui coince aussi de son côté. Je sais pas si c'est mental ou c'est qu'il est vraiment saoulé par le cahier de jeu qu'on lui propose. Je sais pas. Ouais. Bon, écoute, on va s'arrêter là pour le flop de la semaine. On se retrouve demain pour le top. Avec plaisir. Eh ben ça marche. Merci à tous d'avoir écouté du coup, et non pas regardé pour cette semaine, d'avoir écouté l'épisode 6 de Franchise QB, et on se retrouve demain pour parler du top des 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Salut tout le monde, bye bye.